Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle édition des BOMA Circles pendant la période du confinement. Ce programme est réalisé en partenariat avec le Huffington Post. Il répond à la mission que la communauté BOMA s'est donnée, offrir de nouvelles perspectives pour répondre aux défis auxquels nous faisons face et aider tous les acteurs, les entreprises, les institutions, les citoyens à prendre des décisions plus éclairées. Cela fait seulement 2 semaines que nous nous retrouvons régulièrement pour prendre du recul sur cette crise et en 2 semaines seulement, les 3 sessions que nous vous avons proposées ont accumulé plus d'un demi-million de vues. Merci, merci encore pour votre fidélité et ça continue cette semaine. Aujourd'hui, nous allons passer un peu plus d'une heure ensemble à nous interroger sur la situation que nous vivons depuis maintenant un peu plus d'un mois, le confinement, et nous interroger sur ses conséquences à moyen et long terme sur nos vies. Nous recevons aujourd'hui une anthropologue, Fanny Parize. Elle est chercheure associée à l'Institut lémanique de théologie pratique de l'Université de Lausanne, en Suisse. Elle est docteure en socio-anthropologie. Elle mène actuellement une étude quantitative et qualitative, à la fois en France et en Suisse, en anthropologie du confinement. Bonjour Fanny, est-ce que tu nous entends? Bonjour Michel, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends également? Absolument. Alors, je suis accompagné par plusieurs membres de l'équipe BOMA ainsi que différents membres du club BOMA aujourd'hui qui animeront avec moi cette conversation. Si vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous vous lisons et nous tenterons. Fanny tentera peut-être d'y répondre. Fanny, je te propose, puisqu'on se tutoie, de démarrer. Euh, pour nous qui sommes des néophytes, est-ce que tu peux nous rappeler, vraiment en quelques mots, ce qu'étudie l'anthropologie? L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme et des sociétés à travers le temps et l'histoire. Initialement, l'anthropologie était cantonnée à l'étude des peuples extra-occidentaux et très vite, elle s'est resserrée sur une anthropologie nous-mêmes où on a adapté nos outils, tels que je le fais actuellement, notamment sur l'anthropologie du confinement. Et en tant qu'anthropologue, je vais m'intéresser à toutes les facettes de la vie des hommes, à toutes ces structurent notre quotidien. Et je me suis ainsi beaucoup intéressée à ce qu'on appelle les rites de passage. Ils vont organiser la vie des hommes, la naissance, le mariage, la mort, mais également le monde à travers le cycle des saisons. Les rites de passage vont permettre de lier les individus à un groupe, mais aussi de structurer sa vie en étapes précises. Il s'agit en quelque sorte de fictions collectives qui ont pour but d'ordonner la nature. Et en cela, ils vont participer à la symbolisation du monde pour le rendre plus familier. Et pour vous donner un autre éclairage, pour vous faire prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation actuelle que nous vivons, je vais vous présenter quelques rites de passage sur lesquels j'ai travaillé de manière plus précise. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon? Oui, oui, parfaitement. Ouais. Donc, le premier rite de passage que je vais vous présenter, c'est celui qui se passe à Aigogahara, la forêt des suicidés au Japon. La forêt se situe au pied du mont Fuji et c'est une forêt que je connais très bien car en 2007, je suis allée faire un trek là-bas. Et pourquoi? Parce que comme je suis anthropologue de la consommation, je m'intéressais à cette époque à toutes les stratégies que les cadres supérieurs en épuisement professionnel mettaient en place pour se sentir mieux. Donc chez nous, à cette époque, on voyait poindre le bout de son nez à plein de reconversions professionnelles, on allait ouvrir un bar à vin ou on changeait de régime alimentaire. Et j'ai voulu comprendre quelles étaient d'autres stratégies pour des cultures très différentes qui étaient mises en place par la même situation. Et c'est là que j'ai découvert la forêt du suicidé, où c'est un endroit qui a un des taux de suicide les plus élevés au monde. La photo qui illustre cette forêt-là est une photo qui a été prise dans l'une des entrées de cette forêt-là, qui est interdite, qui est surveillée par des caméras et où on voit un panneau. Et sur ce panneau, c'est hyper intéressant ce qui est écrit. La vie est un cadeau précieux offert avec vos parents. S'il vous plaît, pensez à eux, à votre entourage, à vos amis. Ne gardez pas les choses pour vous. Parlez-en. Et il y a un numéro spécial, un petit peu du genre SOS détresse amitié, pour essayer de dissuader les personnes de mettre fin à leur vie. Et concrètement, comment va s'organiser ce rite de passage? On a une première étape qui va être la situation de départ. On a une crise, on a un problème financier ou professionnel.
On ne veut pas perdre la face à ses proches ou face à la société. On essaye de trouver une solution pour pouvoir garder son honneur. Le suicide dans la société japonaise est socialement valorisé et même pris en charge par l'assurance vie. Donc, mettre fin à ses jours de manière très pragmatique, c'est aussi assurer une rentrée d'argent pour ses proches et avoir son honneur qui est sauve en quelque sorte. La deuxième étape, qui va être vraiment le moment du rite de passage, ça va être à la fois un temps qui est collectif et introspectif. Il y a des individus qui vont aller bivouaquer, parfois pendant plusieurs jours dans cette forêt. Ils vont même rencontrer d'autres aspirants au suicide. Ils vont échanger entre eux sur leur vie, sur leur manière de voir le monde pour essayer de prendre la décision de retourner dans le monde des vivants et à leur vie quotidienne, ou alors passer le cap et aller dans l'au-delà. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, cette forêt, elle est en proie à la fois à du folklore, à une tradition japonaise, mais elle est toujours interdite et les individus en ont très peur. Pour eux, il y a plein d'esprits malins. Et quand j'y suis allée, même mes collègues universitaires français ne voulaient pas m'accompagner parce qu'ils avaient peur que la légende locale soit vraie et que ces esprits restent accrochés à mes longs cheveux ou à mes épaules et me ramènent dans ce monde des vivants et à l'université de Tokyo. Et du coup, la dernière étape de ce rite, elle est effectivement soit la vie, où on retourne avec les autres, soit la mort. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une corrélation directe qui va être faite pendant ce rite-là entre le nombre de suicides et l'année fiscale, c'est-à-dire le modèle économique de la société, parce qu'on observe un pic des suicides au mois de mars, à la fin de l'année fiscale japonaise. Donc, je vous l'accorde, ce rite de passage n'est pas le plus joyeux, mais il permet de faire société et d'expliquer un pan de la société japonaise. Le deuxième rite que j'ai choisi, cette fois-ci, se passe en Amérique du Nord, au sein des populations amérindiennes. Et c'est un des rites qu'on étudie en anthropologie dès le début de nos études, qui s'appelle le potlatch, ou en langue locale, le chinook, qui veut dire donner. Et c'est vraiment ce qu'on appelle une cérémonie du don. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce qu'on appelle un comportement culturel, souvent sous forme de cérémonie, plus ou moins formelle, basée sur le don. Et même si les anthropologues l'ont surtout étudié en Amérique du Nord, il va être présent dans de nombreuses cultures, quelles que soient les époques et encore de nos jours. Il y a une loi du potlatch qui va accompagner cette cérémonie, qui a la particularité de consommer les biens par la destruction de ces mêmes biens qui sont amassés. Là, je vous ai pris une petite citation d'un anthropologue, Marcel Mauss, qui a travaillé dessus et qui nous expliquait: on brûle les boîtes entières d'huile, on brûle les maisons et des milliers de couvertures, on brise les cuivres les plus chers, on les jette à l'eau. Dans certains potlatch, on doit dépenser tout ce que l'on a et ne rien garder. C'est à qui sera le plus riche et aussi le plus follement dépensé. Et ce qui est intéressant avec cette cérémonie, c'est que c'est avant tout un rite économique qui vise à l'obligation d'accumuler, de détruire pour pouvoir faire société. Si on s'intéresse aux différentes étapes qui vont structurer le potlatch, on va se rendre compte que la première étape, c'est la situation initiale et c'est une obligation, celle de faire circuler les richesses, de créer de la cohésion sociale et d'ordonner les pratiques de consommation à travers le temps de l'accumulation et de la préparation. Et cette période, en fait, elle s'échelonne sur le temps. Elle peut aller de quelques mois à une année complète. La deuxième étape, ça va être le cœur du rite, la cérémonie, un temps collectif où on va avoir une fête du village, on va avoir un grand feu qui est organisé et chaque groupe ou chaque famille va brûler ces fameuses richesses accumulées. On observe ici une corrélation entre la hiérarchie sociale des individus à produire et la richesse à les détruire. Et ce qui est assez amusant, c'est que pendant ce temps collectif, il y a aussi des challenges qui vont se mettre en place où effectivement, si deux groupes de même statut sociaux ne vont pas avoir accumulé les mêmes richesses, celui qui en aura le moins accumulé va essayer de se dépasser l'année d'après. Et à la fin de la cérémonie, cette troisième étape du rite de passage, on va avoir le retour au temps ordinaire et c'est en quelque sorte ce qu'on appelle une remise des compteurs à zéro. Les individus vont repartir dans un nouveau cycle de production et d'accumulation de richesses en prévision des prochaines cérémonies. Et au-delà de l'obligation d'ordonner pour détruire, ce rite, on peut en identifier deux vertus principales. La première, ça va être de réguler l'ordre social pour ne pas accumuler trop de richesses en la faisant circuler puis en la détruisant. Et la deuxième vertu, ça va être, comme je vous le disais, de mettre en place ces challenges qui vont participer à créer des tensions, des rivalités pour organiser la vie des hommes. Et si je vous ai présenté ce rite en particulier, c'est qu'on peut y voir
des survivances beaucoup plus proches de nous, à travers différents phénomènes et rituels liés à notre consommation, notamment dans les sociétés occidentales. Effectivement, le potlatch, si on s'intéresse à sa structuration, il n'est pas si éloigné du Black Friday ou de tous ces événements qui, par la création de richesses, par la circulation des biens et par les événements sociétaux qu'ils mettent en place, participent à faire société. Le dernier rite que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, on se rapproche encore plus de notre société. Je vais vous parler d'un rite de classe qui s'appelle les conscrits. Donc, c'est un rituel que je connais très bien parce que je suis originaire de la région qui le pratique de la manière, on va dire, la plus rituelle encore aujourd'hui, dans le Beaujolais, dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a eu toute une évolution au cours de son histoire, mais qui participe toujours à éclairer la structuration locale et les interactions sociales. Initialement, un conscrit, c'est un jeune homme ou une jeune femme dans certains pays, appelé sous les drapeaux pour effectuer son service militaire. Le mot conscrit, dans le langage courant, va signifier les personnes qui sont nées la même année. Par exemple, on peut dire qu'un mari et une femme sont conscrits. Et par extension, toutes les personnes dont l'âge se termine par la même année. Aujourd'hui, le rite s'est adapté à la société. Il va prendre les traits d'une fête qui vont durer 8 jours consécutifs et toute la ville va obéir aux règles des conscrits. Même la police, en général, passe après les conscrits. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fête, elle va pouvoir nous donner à voir et à analyser tout ce qui va être d'ordre économique, politique ou social, et que cette fête des conscrits, elle va également avoir un rôle de catalyseur qui va permettre des rapprochements ponctuels ou plus durables entre des milieux culturels ou sociaux très différents et participer à mettre en place d'autres formes de corporation. Pareil, si on s'intéresse à la structuration de ce rite-là, on a le premier temps qui est vraiment, qui peut durer plusieurs années et qui va être la mise en place et la préparation par classe de ce phénomène social. Les individus vont se réunir en groupe, vont faire des événements, vont accumuler de l'argent pour avoir des ressources pour pouvoir financer cette période festive. Ensuite, le second temps, ça va vraiment être le temps de la cérémonie. Donc, c'est très processuel et codifié. On va avoir un dress code spécifique. Comme vous l'avez vu sur l'illustration, on va avoir des chapeaux qui sont des gibus, on va avoir des costumes, on va avoir des bouquets. On va pouvoir identifier clairement ces conscrits par rapport au reste de la population, mais également identifier les différences de classe entre les conscrits d'une même année. On va avoir ce qu'on appelle une retraite au flambeau, donc des défilés sur des chars, des déguisements. On va même aller brûler ce char à la fin des 8 jours, un petit peu comme le phénomène du potlatch. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le point distinctif de cette fête, c'est vraiment l'alcool, où l'alcool va couler à flot et va permettre de faire société pour se relier à la fois à soi, aux autres et au monde. Et à la fin de ce fameux rituel des conscrits, on va avoir ce qu'on appelle bien évidemment le retour à la vie normale. On va mettre plusieurs semaines à s'en remettre, à la fois physiquement et psychologiquement, et il va encore avoir toute une organisation sociale qui va en découler. Et on va avoir une inscription de ces corporations de conscrits qui vont avoir une incidence à un point de vue économique et local. Si maintenant on prend un petit peu de distance par rapport à tout ce que je vous ai dit, à ces 3 rites et à leur structuration, on se rend compte que c'est un petit peu toujours le même principe. Ça va être une parenthèse dans le temps ordinaire et cette parenthèse va être l'expression d'un contexte culturel, économique, politique et social spécifique. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le rite de passage va évoluer avec le temps, mais sa structure et sa fonction vont rester les mêmes. On se rend compte que c'est un processus qui suit 3 étapes. Premièrement, la crise. Deuxièmement, la cérémonie, qui est un temps collectif. Et enfin, la renaissance, qui va marquer un retour au temps normal. Le rite de passage, c'est également un processus qui est collectif, qui doit être reconnu par la communauté en tant que tel, même si tous les membres du groupe ou de la communauté ne le pratiquent pas en même temps. Et ça doit également être universel. C'est-à-dire que ça existe, quelles que soient les époques, quelles que soient les cultures et les endroits du monde, avec une adaptation culturelle et sociale. Et du coup, la question qui nous amène aujourd'hui, que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'actuellement, on est en train de vivre un rite de passage avec la crise que nous traversons? Si on reprend les différents éléments qui structurent les rites de passage que je vous ai présentés, on va se rendre compte que la situation initiale, la crise, ça va être quoi? Ça va être la pandémie mondiale
et la propagation de Covid-19 à travers le monde. Si on continue notre réflexion, on va se rendre compte que le deuxième élément, qui est le temps du rite, le temps de la cérémonie et du collectif, peut être assimilé au confinement qui concerne environ la moitié de la population et qui est un temps collectif où ensemble, on doit faire l'expérience du confinement et de la solitude ou de l'éloignement pour certains. On va voir d'un point de vue anthropologique et de manière plus spécifique la mise en place de nouveaux rituels, de gestes barrières qui vont impacter à la fois les règles sociales et engendrer une évolution de nos manières d'être, de faire et même de voir le monde. Et si on se projette à la fin de ce qu'on est en train de vivre, on peut représenter ça par le processus de déconfinement et un retour progressif à la vie normale, et donc en quelque sorte à ce fameux temps ordinaire, même si l'ordinaire, d'après un rite de passage ou d'après une crise, n'est jamais totalement le même que celui de la situation initiale, et par rapport à ce qu'on est en train de vivre, tout ce qui va être lié à la distance sociale et de sécurité, le rapprochement entre les individus dans la sphère publique ou dans la sphère intime, et le port probable, par exemple, du masque qui risque d'être un petit peu plus global. Et la question aussi de l'avenir de nos rituels de salutation ou de la bise, effectivement, processus de déconfinement ou après, on reviendra à nos pratiques antérieures ou est-ce qu'elles changent? C'est également un processus qui est collectif, qui concerne notre planète de manière générale, et on va voir une adaptation des particularismes en fonction des décisions gouvernementales et sanitaires entre ceux qui pratiquent un confinement qui est strict, un semi-confinement, une quarantaine, des tests massifs ou alors l'auto-immunité avec des discours qui vont aussi également engendrer des positionnements différents des individus entre, par exemple, un temps de guerre ou à l'inverse, le fait de tester notre humanité. Là, je vous ai déjà dit énormément de choses en très peu de temps. Est-ce que vous avez des questions, des réactions par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des questions parmi vous à poser à Fanny? Peut-être des questions de Facebook? Qui veut prendre la main? Sinon, moi, j'ai une question. Personne ne prend la main? Solange, Garance, des questions de Facebook? Peut-être Lorraine, Pierre? Non? Alors, moi, j'ai vu passer quand même une question qui disait, mais finalement, j'aimerais bien que ce soit un passage, un rite de passage vers le monde d'après, mais c'est Gilles Durouchou sur Facebook qui nous dit ça, mais Gilles doute que rien ne change vraiment. Et pour aller dans son sens, j'aimerais compléter cette réflexion, parce que je ne suis pas loin de penser comme Gilles. On a déjà vécu des pandémies très importantes. Hein. On a vécu la pandémie H1N1, la grippe espagnole, la grippe de Hong Kong, tout cela dans le même siècle, hein, au XXe siècle. Et pourtant, ça n'a quasiment pas laissé de traces. Est-ce qu'on a vraiment changé de monde à cette époque-là et en quoi cette crise aujourd'hui est différente de la crise qu'on a pu vivre au XXe siècle, au moins à 3 reprises? Effectivement, c'est une très bonne question. Toutes ces pandémies, en fait, il y a différentes échelles d'observation pour comprendre l'impact et les traces qu'elles vont laisser dans notre vie quotidienne. L'individu, lorsqu'il va bien et lorsque la société retrouve en quelque sorte un semblant de normalité, a une capacité très rapide à oublier et à intégrer au fond de son histoire collective, de mettre sous le tapis en quelque sorte tout ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment une chose, donc c'est un sentiment normal que l'on a d'avoir l'impression de vivre une première crise sanitaire, alors qu'en fait, il y en a eu énormément et dans des temps très courts de notre humanité. Par contre, ce qu'il faut rappeler, si on prend un petit peu de hauteur, c'est qu'à chaque fois que ces pandémies sont apparues dans une société, elles ont quand même été à la fois l'expression d'un système économique et politique à l'œuvre, mais également elles vont laisser des traces. Donc, quand pour la grippe espagnole, il y a eu énormément de morts, ça a engendré moins de manœuvres et donc une augmentation des salaires et des conditions de vie. Donc, même si nous, à notre échelle aujourd'hui en 2020, on a l'impression que rien n'a changé, en fait, ça a été des accélérateurs ou des points de bascule vers des évolutions sociétales qui, au final, des dizaines d'années après, continuent à infuser dans notre vie et dans la manière que l'on a de faire société en fonction des systèmes en place. Mais effectivement, c'est assez déstabilisant et paradoxal de se dire par rapport à tout ça, pourquoi ce serait différent aujourd'hui. Et un élément de réponse, c'est de se dire que par rapport à la grippe de Hong Kong, qui est vraiment assez proche de nous,
ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qui est collectif, qui est relayé par les politiques du monde entier et par les médias. Où effectivement, pourquoi il n'en resterait rien après, dans la mesure où on est en train de faire société et que le monde s'arrête littéralement pour pouvoir vivre le confinement et se battre ensemble contre ce virus, à l'inverse de certaines épidémies qui, par le passé, n'ont pas été positionnées au centre du quotidien et de la vie des individus et du système de production, etc., etc. D'accord, très intéressant. Il est clair que de toutes les façons, on vit aussi un moment d'accélération, par exemple technologique. Les outils technologiques qu'on a depuis un certain nombre d'années, aujourd'hui, commencent à être largement diffusés du fait de la crise et du confinement. Et peut-être que, effectivement, le monde d'après sera un monde peut-être encore plus technologique qu'il ne l'a été. D'une certaine manière, les autres pandémies aussi ont eu cet impact, des changements, par exemple, technologiques, scientifiques aussi, et des évolutions scientifiques importantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions Facebook? Moi, je peux référencer une ou deux. Peut-être Lorraine, une question? Moi, j'ai une question. Déjà, merci beaucoup pour ces présentations et ce rappel de l'anthropologie. Et ma question, c'est que ce rite de passage, même si un tiers de la planète est en train de vivre ce confinement, on voit bien à l'heure actuelle, il y a les confinés, il y a les non-confinés, il y a ceux qui sont en première ligne, les soignants, toutes les personnes qui sont sur le terrain. Et est-ce que du coup, la façon différente que les différentes classes sociales et les différents êtres humains, de la façon dont on est en train de vivre ce confinement, ces différences-là, est-ce qu'elles sont amenées à rester? Est-ce que le fait qu'on vive ce rite de façon très différente va marquer l'après et va réorganiser la société après ce confinement? Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, quand une société ou quand une humanité vit un rite de passage, l'humanité qui en sortira ne sera jamais exactement la même que celle d'avant la crise, parce qu'effectivement, tous les chamboulements, à la fois de notre quotidien et de notre modèle politique et économique, vont laisser des traces. Ça, c'est une première chose. Après, d'un point de vue anthropologique, quelle que soit la crise qu'un groupe social ou une culture traverse, c'est toujours à un moment où on va avoir ce qu'on appelle une sublimation des tensions sociales et effectivement, toutes ces hiérarchies, ces différences de classe, ces tensions qui étaient plus ou moins présentes et visibles vont être ultra visibles parce qu'elles vont rendre compte de tous les dysfonctionnements ou de tout le modèle de fonctionnement de nos sociétés. Donc, à l'heure actuelle, c'est trop tôt pour dire si effectivement ça va perdurer, s'il y aura des améliorations ou il y aura des changements. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, chaque individu, en ayant plus conscience ou en voyant de manière plus flagrante le rôle, la place qu'il a dans la société, et à un moment de bascule, s'il veut agir, s'il veut se poser des questions sur lui-même, sur son quotidien ou sur la société dans laquelle il vit. C'est vraiment un moment charnière d'action, de réflexion, et comme on va le voir ensuite dans les premiers résultats de l'étude, c'est un moment où, en quelque sorte, tout est possible parce qu'on est dans le moment de la cérémonie, du rite, du collectif, où le temps ordinaire n'existe plus. Je crois qu'il y a d'autres questions Facebook qui ont été posées. Peut-être Solange. Oui, donc il y a pas mal de questions Facebook. Il y en a une de Valérie Lanata qui nous dit: le rite de passage implique l'acceptation du rite comme élément d'adhésion à la culture et au groupe. Et donc, est-ce qu'on peut parler de rite lorsque le rite est imposé, en l'occurrence dans le contexte? Alors, le rite, il n'est pas forcément choisi, quels que soient les rites de passage, que ce soit les mariages, que ce soit le passage de l'enfance à l'adolescence, ou que ce soit le passage des saisons. En fait, c'est quelque chose qui est immuable et qui dépasse l'individu pour faire société. Donc, en fait, la question n'est pas de se dire est-ce qu'on l'accepte ou pas, parce qu'on est obligé de faire avec, mais c'est de se dire qu'effectivement, à l'échelle globale, quelles que soient les réinterprétations culturelles, chaque individu est en train de vivre la même expérience et est dans un temps qu'il soit sacré, qu'il soit profane ou qu'il soit même maudit, mais il est en train de vivre quelque chose qui ne le changera jamais. Une autre question de Stéphane. Stéphane, on ne t'entend pas? Est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Bonjour à tous. Donc j'entends que le rite de passage, enfin je comprends que le rite de passage est quelque chose qui concerne l'individu dans un groupe, mais qui concerne l'individu. Et et j'observe aujourd'hui qu'il y a une réaction des corporates,
c'est-à-dire des entreprises, du corps social et du corps économique. Et je voudrais savoir, et j'observe une sorte de résistance au changement et une sorte de, dans un mois, business as usual. Et je voudrais, ma question est sur le lien et l'interaction entre le rite individuel et la manière dont l'individu est en train de vivre cette crise, avec les 3 étapes que vous avez évoquées, et finalement, le corps social et le corporate. Comment le corporate peut vivre ça et réagir de ça? Est-ce qu'il y a des rites de passage ou est-ce qu'il y a une même démarche phasée pour des sociétés anonymes? Alors, pour répondre à cette question de manière très simple, un rite de passage, c'est toujours un individu dans un collectif. Le collectif, ça peut être une communauté, ça peut être une famille, ça peut être une ville, ça peut être un pays ou ça peut être une entreprise. Et c'est toujours la même chose. Sauf qu'un individu qui va vivre son rite de passage à l'échelle domestique de son foyer, alors qu'un individu qui va le vivre à l'échelle de son entreprise, par rapport à des stratégies qui vont être différentes, vont donner une perception qui, elle aussi, va être différente et des stratégies en réponse qui vont être changeantes. Pour travailler en anthropologie de la consommation avec des industriels et des firmes internationales, on se rend compte qu'à l'échelle des individus, dans les différentes divisions innovation, recherche, prospective, c'est les mêmes questions qui vont se poser. C'est cette même situation de crise en disant effectivement, ça nous est tombé dessus et maintenant, pendant le temps de la cérémonie et du rite qu'on est en train de vivre, comment on continue d'une part à avoir une activité qui continue à tourner et comment on se projette sur l'après en essayant d'anticiper au maximum et la manière la plus fiable possible les répercussions possibles d'un point de vue économique et sociétal. Et effectivement, après, il y aura peut-être plus une différence d'interprétation et de recul par rapport au rite de passage en fonction de la taille de l'entreprise. Parce qu'effectivement, une firme internationale a une force d'inertie qui n'est pas la même qu'une petite TPE qui, elle, a une frontière beaucoup plus ténue entre son rite individuel dans sa vie familiale et dans sa vie sociale et professionnelle. Donc, j'ai plus envie de dire que c'est une économie d'échelle en disant effectivement de quel collectif on parle et comment tous ces collectifs vont s'imbriquer parce qu'un individu, même dans une firme internationale, est également un parent, un ami et un voisin. Je pense c'est plus un principe d'encapsulation en disant qu'effectivement, dans nos sociétés néolibérales, on a cet individu qui a un briquet à différentes échelles de notre quotidien et effectivement, à la fois, il va être le fruit de ce système, mais à la fois, il va avoir une incidence là-dessus. Et effectivement, de manière universelle, les individus sont résistants au changement. Et encore plus quand il faut prendre pour acquis que notre futur, c'est l'incertain et un futur à très court terme. Alors, avant d'avancer sur les premiers résultats de l'étude, on a une question de Pierre. Pierre, est-ce que tu nous entends? Tu peux poser Oui, ta bonjour. Oui, je suis un peu dubitatif en fait sur le côté rite et collectif, parce que le collectif, entre guillemets, j'ai du mal à le percevoir parce que notre confinement, qui est donc le rite, on le vit tous par classe sociale en fait totalement différemment. Et que le rite que moi je suis en train de vivre, qui est plutôt moelleux, hein, d'une manière générale, c'est pas celui qu'on vit ailleurs. Donc j'ai du mal à avoir un espèce de rite universel comme ça et un passage de rite universel qui aurait, voilà. Et donc je suis un peu dubitatif en fait. Et c'est une réaction qui est totalement normale parce que l'anthropologie, on va essayer de s'intéresser à la diversité des cultures au prisme de l'unité de l'homme. Et c'est ce que je vous disais avec les rites de passage, c'est que même s'ils vont être habillés d'une modernité différente, ils vont avoir une structure qui est similaire. Et c'est comme ce que je vous disais avec le potlatch, c'est qu'en fonction du groupe social, on ne brûlait pas la même chose et ce n'étaient pas les mêmes règles qui allaient se jouer. Et effectivement, dans notre société, c'est la même chose. La crise va sublimer les tensions et les différences sociales. Donc, effectivement, on va avoir différents entre-soi qui vont participer de manière plus ou moins individuelle dans un collectif à une structuration du temps, du rapport à soi et au monde qui va être similaire. Et effectivement, c'est toujours ces économies d'échelle en anthropologie un petit peu en se disant effectivement comment nous, on arrive à se reconnaître dans un phénomène qui est global alors qu'effectivement, on a l'impression en apparence qu'il y a plein de diversité et d'individualité qui font
qu'on n'est pas en train de faire société. Et c'est aussi un petit peu contre-intuitif par rapport à nos sociétés néolibérales et à la manière qu'on a de concevoir notre vie, notre progression sociale, notre progression dans la vie. C'est vraiment, pour le coup, un changement de paradigme, au moins intellectuellement dans un premier temps. Fanny, j'aimerais qu'on avance un peu plus, notamment sur l'étude que tu mènes pour. Donc, c'est une étude qui analyse les comportements près de 6000 personnes, je crois, en Suisse et en France. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations, en tout cas les premiers résultats de cette étude? Oui, bien sûr, je vais vous partager l'écran. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour aujourd'hui, c'est de vous présenter les différentes thématiques qui sont les plus représentatives et qui permettent d'illustrer à la fois ce qui a été assez pertinent d'un point de vue quantitatif et qui s'est également révélé d'un point de vue qualitatif. Donc, la première thématique que j'aimerais voir avec vous, c'est celle de la fin du monde, ou plus précisément celle de la fin d'un monde, qui est souvent la fin de notre monde et de nos quotidiens, surtout dans une période qui est un petit peu chamboulée. Donc, je vous ai sorti quelques chiffres. Le premier, c'est 94% des personnes interrogées, donc 6000 personnes en France et en Suisse, qui, pour l'instant, déclarent bien vivre le confinement. Donc ça paraît assez positif, mais après, on va se rendre compte que c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Un autre chiffre qui est intéressant, 48%. Pour les individus, ce qu'on est en train de vivre, c'est avant tout une crise financière, économique, avant d'être écologique ou sanitaire. Pour les individus, ce qu'on est en train de vivre, ça marque avant tout un changement et un problème au niveau financier et économique. Si on continue dans les chiffres, 46% identifient ce qu'on est en train de vivre à un premier effondrement de notre civilisation. 42% maintenant aspirent dès à présent à changer de vie après la crise. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce chiffre, on a commencé à le voir apparaître seulement 15 jours après le début du confinement. Que 15 jours à l'échelle d'une vie ou d'une société, c'est rien. Et pourtant, 42% avaient déjà envie et aspiraient à changer de vie. 51% des répondants de notre panel recherchent des informations alternatives, que ce soit autour vraiment de sources alternatives, de théories du complot qui vont circuler sur différents fils d'actualité en fonction des réseaux sociaux, mais plus d'une personne sur deux va aller chercher des informations via d'autres supports que ceux des médias traditionnels. Après, je me suis également intéressée au rapport au temps. Parce qu'effectivement, la période du confinement, ce qu'on est en train de vivre actuellement, nous amène tout à chacun à apprendre à vivre avec une fluctuation du temps. On se rend compte via notamment l'étude qualitative qu'on va avoir 3 typologies de temps. Une première, qui est le temps de l'urgence et de l'instantanéité. On va agir en réaction avec les mesures gouvernementales ou sanitaires qui ont été faites, action, réaction. On a un second temps qu'on pourrait qualifier de temps long, qui est apprendre à être chez soi, à avoir une baisse d'activité ou un arrêt complet de l'activité et à apprendre à ne rien faire. Et le troisième temps, ça va être un temps qui paradoxalement s'accélère pour les personnes qui continuent à travailler ou même la charge professionnelle a augmenté et qui doivent en plus assurer la continuité pédagogique. Dans ce rapport au temps, certains, 12% des répondants, s'arrangent avec la règle et les règles du confinement pour pouvoir faire passer ce temps plus vite. Et pour eux, ils ont même du mal à percevoir que c'est vraiment un contournement de la règle. 89% par contre déclarent dans ce nouveau temps parvenir à rythmer leur journée malgré que seulement 31% de ces individus ont mis en place un planning quotidien pendant le confinement. Leur journée, elle va s'organiser via différentes activités qui vont venir ponctuer leur journée. À 92%, tout ce qui va concerner les activités domestiques, ménagères, etc. À 46%, les activités sportives. À 82%, tout ce qui est d'ordre culturel. Et enfin, à 64%, toutes les activités ludiques. Par rapport à ce rapport au temps, il y a 4 typologies d'actions qui émergent, notamment de la phase qualitative que je suis en train de mener, qui vont permettre aux individus, d'une part, de prendre conscience du temps, mais également de s'interroger sur eux-mêmes et sur leurs pratiques et les représentations de leur quotidien. La première, ça va être toutes les activités liées à la méditation, au yoga et à la pleine conscience.
qui vont symboliser un temps d'introspection et un nouveau rapport à la spiritualité quand effectivement on est tout seul, quand on pose des questions sur soi et qu'on essaye de prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit. L'introspection va être une manière, une réponse à la vie actuelle. La deuxième typologie, ça va être de ne rien faire. Donc les individus me disent regarder par la fenêtre, laisser leur esprit divaguer, s'ennuyer, regarder le plafond, vraiment apprendre à ne rien faire, et ils vont percevoir ça comme un temps qui est positif dans une société où le fait de ne rien faire était avant la crise perçu comme quelque chose de dévalorisant. Et des verbatims assez forts où les individus me disent qu'ils se surprennent eux-mêmes à apprécier ne rien faire. Est-ce que ça ne va pas devenir une nouvelle injonction de dire qu'effectivement, même dans un temps ordinaire, on veut avoir ce temps pour nous? On a une troisième typologie pour les individus qui n'ont vraiment plus de temps, où le rythme s'accélère, où les charges mentales augmentent, où des personnes nous racontent ne plus avoir le temps de se laver les cheveux, ne plus vouloir ou ne plus pouvoir se maquiller, ne plus avoir le temps de regarder des films. Et au final, les loisirs et les passe-temps qui étaient assez simples et qui rythmaient soit leur semaine, soit leur week-end, ne sont plus possibles parce que avec les nouvelles charges domestiques, avec la gestion des enfants, avec ce quotidien qui est chamboulé, et ben finalement, on a souvent moins de temps qu'on en avait paradoxalement avant. Et la dernière typologie, ça va être tout ce qui va être bricolage, jardinage, cuisine, ce que j'appelle en fait les activités de réassurance qui vont être perçues comme des occupations essentielles et qui détendent. Et pour les répondants qui vont s'autoriser à continuer à commander en ligne, notamment sur Amazon, ils vont me dire qu'ils s'autorisent quand ça va être ces activités de réassurance parce que c'est pour la maison, c'est pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas futile et c'est un investissement pour leur confinement et pour l'avenir. Hop. Je me suis également intéressée à une autre catégorie qui est la vie sociale. La vie sociale est impactée de manière directe ou indirecte par ce qu'on est en train de vivre. Et l'idée, c'était de se dire avec cette étude, comment, dès le début du confinement, est perçue cette situation liée à la vie sociale et comment ça se réorganise pendant le temps du confinement. Un des chiffres les plus marquants, c'est que 41% des individus disent que cette crise a un impact sur leur vie sociale. C'est la première réponse, bien avant l'impact que ça peut avoir sur leur emploi ou sur leur pouvoir d'achat. Toujours dans ces chiffres-là, et par rapport à la gestion de l'environnement et du risque en temps de crise par rapport à leur vie sociale, on a 62% des répondants qui disent être contents de sortir de chez eux dans le cadre autorisé par le confinement, et 51% qui, par contre, déclarent être angoissés à l'idée de faire ses courses et d'être infectés. Donc, on voit bien cette tension entre le fait, effectivement, de conserver une vie sociale et de sortir à l'extérieur de son logement par rapport à la peur de l'autre et du virus. 88% des individus, chose qui est quand même énorme, déclarent continuer une communication digitale de manière quotidienne. De manière plus précise, 44%, première réponse, vont privilégier WhatsApp pour pouvoir garder le contact avec leurs proches ou leurs collègues de travail. 30% d'entre eux déclarent avoir mis en place de nouveaux rituels, que ce soit les apéros Skype, les jeux de société à distance, les repas également à distance, et même 31% des répondants vont avoir découvert de nouveaux outils qui vont permettre de conserver ce lien avec les proches. Et je voulais, pour terminer sur la vie sociale, parler de 2 semaines. 2 semaines, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente dans la phase qualitative et dans les interviews qu'on mène. Et d'après nos répondants, il faut à peu près 2 semaines, c'est-à-dire 15 jours, pour pouvoir mettre en place une routine provisoire dans laquelle on se sent bien, retrouver ses pratiques, retrouver tout ce qui va faire qu'à un moment donné, notre quotidien va être structuré et va avoir un semblant de normalité. Et effectivement, malgré l'affolement ou les prises de panique de l'annonce du début du confinement, finalement, toutes les choses se sont mises en place au bout de 2 semaines. On a également vu apparaître un objet totem, que ce soit dans les médias, on l'a vu également dans la phase quantitative, mais encore plus dans la phase qualitative, c'est bien évidemment le masque. En phase quantitative, on se rend compte que 99% déclarent respecter les gestes barrières ou du moins y faire attention dans leur quotidien, ce
Si on va un petit peu plus de manière précise dans les pratiques et les objets liés à ce confinement et à ce qu'on est en train de vivre, 23% déclarent porter des gants et 18% un masque, soit par choix, soit par contrainte, faute d'en avoir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le masque, notamment le masque artisanal, est en train de devenir un symbole, voire un médium de ce qu'on est en train de vivre. En phase qualitative, les individus vont nous raconter et nous livrer un certain nombre de stratégies qu'ils vont déployer par rapport aux masques dans leur quotidien. Par exemple, certains ne veulent pas porter des masques chirurgicaux, même s'ils en ont, parce qu'ils trouvent que le regard de l'autre est accusateur et trop lourd à porter, mais par contre, préfèrent leurs masques artisanaux, qui va être créateur de liens sociaux. Ils vont en parler dans la rue, ils vont s'échanger les techniques, ils vont regarder comment ils sont attachés, et ça va faire société. Ils vont se projeter également dans le monde du déconfinement par rapport à ce masque. Ça va les amener à inventer des systèmes ingénieux, simples et économiques pour avoir des masques qui durent dans le temps et qui seraient cohérents avec une vie qui devrait se réorganiser et s'habituer à vivre avec le masque et donc d'anticiper la suite. La dernière catégorie, la dernière thématique que je voulais voir avec vous par rapport à ces premiers résultats, c'est que les premières vagues quantitatives qu'on a menées nous ont permis d'identifier des figures d'individus qui vivaient différemment à la fois le confinement, mais également la situation plus globale par rapport à Covid-19. Et ce qu'on peut voir de manière générale, c'est que l'étude quantitative va révéler que c'est le degré de proximité avec Covid, justement, qui va structurer les routines de confinement, les pratiques de consommation et les imaginaires associés à cette crise. Et on va se rendre compte qu'il va y avoir un sentiment de proximité avec le virus, vécu et perçu. Donc, on n'est pas forcément dans du rationnel, on est dans des représentations qui va varier et qui va être corrélée en fonction de la fréquence, du type volontaire ou contraint et à la quantité d'interactions sociales avec lesquelles l'individu va devoir agir au quotidien. Donc, la première catégorie, la première typologie, je les ai appelées les entre-deux, qui représentent 86% de mes répondants. Généralement, ce sont des personnes qui sont en télétravail ou en chômage partiel, qui vont avoir des sorties fréquentes de leur domicile. Et pour une grande partie de ces entre-deux, le confinement va même être perçu comme un moment qui est privilégié. Ils ont peu de crainte sur l'avenir, ils profitent du moment présent et de leurs proches, ils agissent un petit peu au jour le jour pour ne pas angoisser de trop par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Et si je devais être un petit peu trivial par rapport à ça, je pourrais même dire que c'est un peu une parenthèse enchantée malgré les nouvelles contraintes qui apparaissent dans leur quotidien. La seconde catégorie, je les ai appelés les naufragés, à 34%. Pourquoi les naufragés? Parce que eux, ils ont une incertitude énorme par rapport à leur avenir professionnel ou social. Ils ont perdu leur emploi ou leur activité professionnelle est complètement à l'arrêt. Ils ont une déstructuration de leur quotidien et ils ont de réelles angoisses pour l'après. Ils ont très peu de sorties à domicile dans le cadre qui est autorisé et ils vont s'estimer peut-être plus fragiles que les autres par rapport au virus. La troisième typologie, on va les appeler les exilés, qui représentent 8% de mes répondants. Ce sont les individus qui ont choisi des lieux de confinement autres que leur lieu de vie habituel et qui vont valoriser un entre-soi. Ils vont tendance à être diabolisés par le reste de la société et à se sentir, eux, plus à distance vis-à-vis du virus, même s'ils ont beaucoup d'interactions sociales, parce que le lieu qu'ils ont choisi est pour eux rassurant et a une perception beaucoup plus sûre. Et enfin, la dernière catégorie, les essentiels, 12%, ou même je pourrais dire les travailleurs essentiels, sont les individus qui, eux, doivent continuer à travailler sur leur lieu habituel d'activité et même travaillent peut-être même plus qu'avant. Ils vont avoir une augmentation de leur charge mentale liée à leur quotidien et même souvent une dégradation de leurs conditions de vie. Donc là, j'en ai fini sur les principaux résultats que je voulais vous présenter par rapport à l'étude. Comme je vous le rappelle, on en est vraiment à la moitié. On a fait 2 vagues de quanti auprès de 6000 personnes, plus environ 40 interviews en visio par Zoom, comme on le fait actuellement, pour pouvoir aller un petit peu plus en détail dans le quotidien de nos répondants. Merci, merci Fanny. Est-ce qu'il y a des questions de Facebook auxquelles Fanny peut répondre? Oui, absolument. Il y a 2 questions qui sont assez proches. Alors, je vais essayer de les regrouper. Donc, sur Facebook, il y a Théo Molière qui nous demande quelle forme a pris l'étude
qui vous demande, Fanny, quelle forme a pris l'étude qualitative? Le travail de terrain semble particulièrement mis à mal et aller à l'encontre de la mécanique de confinement et donc d'isolement social, même si il nous dit que cet isolement est discutable. Donc voilà, il s'interroge sur la forme de l'étude et Noé Bailly également qui demande qui a un accès à cette enquête et les participants de cette enquête ne font-ils pas tous partie d'une classe moyenne haute? Comment faites-vous pour toucher les personnes dans des situations économiques et sociales plus complexes? Oui, ça pose la question du panel et de la représentation du panel, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Oui. Donc ça, c'est de très bonnes questions. Donc d'un point de vue méthodologique, pour recruter les 6000 personnes qui nous ont répondu à la phase quantitative, il y a eu 2 façons. La première, c'est que je suis passée par un panéliste qui, lui, c'est son métier d'avoir une représentativité en termes de classe d'âge, de style de vie, de mode de vie, etc., pour effectivement avoir un panel qui va être représentatif de la population française et suisse. Après, l'autre voie, j'ai eu la chance que mon étude soit relayée dans les médias et du coup donne une tribune plus large à des répondants qui après, eux, sont triés via les réponses en fonction des mêmes critères de représentativité que j'ai pu avoir avec le panel. Là, c'est la première chose. Effectivement, généralement, en anthropologie, mon job, c'est de partir avec ma caméra et ma valise, d'aller chez les gens, de passer du temps avec eux, d'ouvrir leur placard et d'être en quelque sorte une emmerdeuse pour essayer de comprendre comment ils vivent. Là, comme vous l'avez compris, j'ai pas le droit. Donc, on s'est dit qu'on allait s'adapter, qu'on allait faire évoluer une nouvelle fois les outils d'anthropologie. Donc, en fait, le protocole, on a des interviews d'1h30 en visio via Zoom et en amont de ça, en fait, on demande aux individus de prendre un certain nombre de photos et de vidéos d'objets, de pratiques, d'endroits où c'est assez en fait codé et expliqué pour que les individus nous expliquent leur quotidien et ce qui est important pour eux. Parce qu'on a tendance à dire en anthropologie que tous les individus sont des menteurs de bonne foi et qu'il y a toujours un écart entre ce qu'ils pensent faire, ce qu'ils aimeraient faire et ce qu'ils font réellement. Et du coup, une des manières de limiter ces biais-là, c'est de partir du système d'objets, des photographies, pour essayer de construire l'écart entre le discours et ce qu'ils ont envie de nous dire. Et dernière, pour répondre au dernier point sur la représentativité, pour pas avoir qu'une classe moyenne, généralement, quand on adresse des études quantitatives auprès d'autant de personnes et qui sont relayées sur des supports très différents, en fait, ça touche tout le monde parce que maintenant, que ce soit Facebook, que ce soit les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout réservé à une élite. Donc, toutes les personnes qui sont connectées sur ces réseaux sociaux et qui s'informent sur ce qui est en train de se passer sont des répondants. Et par rapport à la catégorie socio-professionnelle, par rapport à plein d'indications, on sait effectivement qu'on a une représentativité et qu'on a des classes populaires, des classes moyennes et des classes supérieures. Et ce qui est assez intéressant, c'est que comme on a eu un panel de base de 6000 personnes, donc énormément de répondants, on a eu à la fois des populations, des individus qui étaient en très grande détresse, à la fois psychologique, sociale et économique, et des profils très extrêmes, très atypiques, comme des collapsologues, des survivalistes, des personnes qui mettaient en place des modes de vie alternatifs depuis des années et qui ont vu leurs rêves, leurs espoirs ou leurs craintes se réaliser. Et ça, c'est un des signes qu'effectivement, l'étude a été réalisée sur un panel assez important parce que c'est vrai que généralement, on a du mal à avoir un éventail aussi large des profils du plus extrême au plus banal à nous-mêmes, en fait, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a une autre question avant de passer à la dernière partie? Oui, justement, une remarque de Mata sur Facebook qui nous dit que justement ces résultats qualitatifs sont très contrastés entre ceux qui apprennent à ne rien faire et ceux qui sont au contraire surchargés avec de fortes charges mentales entre la vie domestique et professionnelle dans un environnement nouveau et distanciel. Sans parler aussi de l'épuisement des soignants au front. Du coup, comment on peut faire pour se rallier à ce rite de passage et à l'après-crise avec ce qui fera sens aux sociétés dans des vécus de crise aussi contrastés? Alors ça, c'est une très bonne question qui effectivement nécessiterait une réponse longue, mais pour faire simple, effectivement, le rite de passage qu'on vit, comme je vous le disais, c'est un miroir de la société. Effectivement, les différentes typologies d'individus ou les différentes catégories de rapport au temps qu'on a identifiées vont être autant d'encapsulation dans ce rite de passage qui vont permettre de vivre à la fois de manière collective, mais également de manière individuelle ce qu'on est en train de vivre. Et effectivement, même si la situation est globale, on a une diversité des manières de le vivre et tout l'enjeu des études que nous menons, et c'est pour ça qu'on a essayé de suivre le cours de l'évolution de ce qu'on est en train de vivre, c'est d'identifier à la fois ce qui est transversal et tous les particularismes
sociaux ou culturels qu'on va avoir dans la manière à la fois de percevoir le temps, mais également de vivre son quotidien, mais surtout de se projeter dans l'après. Avant de passer à la toute dernière partie, et c'est une bonne transition, une question de Virginie, je la transmets. La situation qu'on vit aujourd'hui crée de nouveaux héros, ceux qui portent nos vies à bout de bras, ceux qui sont en première ligne, et ce chaque jour, face à une immense majorité d'anonymes et souvent impuissants. Est-ce que ce nouvel ordre social, où finalement, par rapport à l'ancien, ceux qui aujourd'hui sont au front étaient peu valorisés et qui le sont de plus en plus, risque de perdurer post-confinement? Quel scénario tu entrevois pour les années qui viennent au regard de cette modification de l'ordre social? En fait, ce qui est assez compliqué et contradictoire, c'est qu'effectivement, la crise va sublimer les tensions sociales. Mais paradoxalement, ce qu'on voit dans les processus psychosociologiques qui entraînent la crise, il y a toujours à un moment donné des héros qui vont être mis sur la place publique, quelles que soient les époques, pour permettre de justifier l'ordre des choses et de pouvoir s'identifier à ces individus-là. Mais généralement, d'un côté, il y a les héros qui sont en nombre assez limité, alors que là, c'est des groupes socio-professionnels à part entière. Et de l'autre côté, on a les méchants, on a les personnes qu'on ne veut pas être. Donc là, certes, c'est le virus, mais par contre, il n'y a pas vraiment de méchants qui vont être personnifiés. Et ce qu'on voit également pendant les crises, c'est que l'individu moyen disparaît au prisme de ces héros et de ces méchants. Et là, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'effectivement, les héros sont un petit peu des gens comme vous et moi. Donc, il y a un peu un mélange des genres qui fait qu'effectivement, c'est difficile de se projeter sur un scénario probable ou plausible, parce que soit l'ordre des choses va être complètement bousculé, et dans nos sociétés, ça paraît quand même un petit peu compliqué. C'est plus de se dire, effectivement, à court puis à moyen terme, quel va être l'impact en termes de revalorisation de salaire, de statut social et de perception, qui va être cohérent avec l'organisation de notre vie et la hiérarchie sociale qui ne va pas changer du tout au tout d'un jour à l'autre. Donc, c'est vrai que c'est différentes échelles, ces différents regards qui font dire qu'effectivement, du point de vue psychosociologique, ériger autant de héros en temps de crise peut être dangereux à la fois pour eux-mêmes comme pour l'équilibre de la société post-crise. Alors pour terminer cet échange, je voudrais qu'on se projette vraiment après la crise. Ce confinement, on l'a compris, est un rite de passage, mais on peut se demander vers quoi il va déboucher. Je sais que tu travailles sur différents scénarios de mode de vie possibles à l'issue de cette crise. Des scénarios qui peuvent aussi apparaître, qui sont des scénarios extrêmes. À BOMA, on utilise une méthodologie de prospective qu'on a appelée Ideate by BOMA qui s'inspire sur des travaux menés par un Français, Pierre Wack, qui dans les années 60 dirigeait le pôle stratégie d'une entreprise pétrolière, qui est Shell. Et chaque année, avec ses équipes, il identifiait les grandes tendances, les signaux forts comme les signaux faibles, et les croisait, et il imaginait ainsi des scénarios futurs possibles. Pas un seul, mais plusieurs scénarios. Et pour chaque scénario, il identifiait à chaque fois des opportunités et des risques. Et l'histoire veut que lorsque le mur de Berlin est tombé, l'entreprise Shell a su tirer son épingle du jeu parce que Pierre Wack avait dans sa besace un scénario qui était la chute du bloc communiste et il avait déjà identifié les risques, les opportunités et d'une certaine manière un plan d'action. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le scénario planning et nos programmes s'appuient sur cette méthodologie et tu as toi-même travaillé sur des scénarios à long terme de changement radical de mode de vie. J'insiste sur le terme radical. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Là, de manière très modeste et sans faire de futurologie, je m'intéresse avec mes collaborateurs, mais depuis plusieurs années, à des scénarios anthropologiques prospectifs qui vont à la fois s'appuyer sur des modèles de fonctionnement humain, des avancées technologiques et les évolutions des contextes socio-économiques et politiques des sociétés occidentales. Moi, j'appelle ça de l'ethnofiction. C'est un peu comme du design spéculatif que tu viens d'expliquer, sauf que nous, on va s'appuyer sur l'anthropologie plutôt que sur la science-fiction comme certains vont le faire. Et surtout, on va créer des dispositifs permettant de faire vivre
et de donner à voir d'autres réalités par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et les premiers signaux faibles que je peux récolter dans mon étude, on se rend compte qu'on est un petit peu rattrapé par les scénarios qu'on est en train d'imaginer. Et effectivement, on n'aurait pas cru qu'un monde où une pandémie dure et nécessite une modification profonde de nos modes de vie serait une alternative possible, qu'un monde où le logement devient le seul endroit possible pour les individus, et un monde où des pandémies successives et répétitives font de plus en plus de morts. Donc, nous, les scénarios qu'on a imaginés… Alors, attendez, je vous partage mon écran. Hop, c'est tout bon. Donc, le premier, c'est on pourrait s'imaginer un monde où le logement est devenu le seul refuge. Un monde où chaque individu passerait l'essentiel de sa vie dans ce qu'on a appelé, nous, une unité minimum d'habitation, une sorte de capsule, en quelque sorte, où c'est le monde qui viendrait à nous. D'autres capsules viendraient se pluguer, en quelque sorte, en fonction des besoins, bureaux, restaurants, rencontres, etc. Et le logement devient une réelle extension de soi et nous amène à penser complètement différemment notre rapport au monde, aux autres et même la structuration de nos villes et de nos espaces. Donc, ce qui nous fait, de manière un peu cynique, sourire avec la crise, c'est qu'effectivement, dans nos sociétés occidentales, on ne pouvait pas imaginer il y a quelques semaines que le logement allait devenir un sociofuge, allait devenir le nœud de nos interactions sociales, à la fois numériques et réelles, et qu'effectivement, si on poussait très loin ce scénario, dans 20, 30, 50 ou même 100 ans, eh ben, notre logement serait une carapace, serait notre protection et le monde serait pensé de manière différente. Donc ça, c'est le premier scénario. Et le deuxième scénario, on change de décor. À l'inverse, on peut imaginer un monde où, pour limiter la propagation des virus, nous vivrions dans une société hyper localisée où les déplacements ne sont plus possibles. On peut imaginer, à la suite d'effondrements successifs de notre humanité, où l'énergie perçue dans nos sociétés occidentales comme illimitée et bon marché n'existe plus. Les individus ont alors dû réinventer et réactiver d'anciennes croyances, soit par la force de l'esprit, ou soit aidés par des substances naturelles ou physiques. C'est le principe du néo-chamanisme, sur lequel on a beaucoup travaillé avec mes équipes, principe d'un voyage mental qui devient le seul déplacement autorisé hors de sa communauté. Et pour aller plus loin et pour coller à ce qu'on est en train de vivre, c'est un peu une allégorie par rapport à la crise Covid. Avec le digital, en quelque sorte, on est confiné chez nous, les déplacements ne sont plus autorisés, mais grâce au numérique, nous avons accès au monde, à une vie sociale, presque un calque sur les interactions physiques qu'on vivait actuellement. Donc effectivement, on est sur des scénarios très prospectifs et très futuristes, mais qui permettent de donner à voir une réalité extrême si on met en forme d'un point de vue anthropologique les signaux faibles et toutes ces données qu'on croise actuellement. Alors effectivement, ce sont des scénarios extrêmes. Je ne sais pas si vous voulez réagir dans la salle. Moi j'ai une réaction. Hein. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Je te vois sourire, Pierre. Ok. Non, moi, ma réaction, clairement, c'est de vous dire, mais c'est de te dire, en fait, ce sont vraiment des scénarios extrêmes. Soit on se projette à 15 ans, 20 ans, soit c'est un biais cognitif de ma part, c'est-à-dire que je ne me rends pas compte à quel point le monde est en train de changer, au contraire, c'est 2025, mais ça c'est une autre question. Soit il y a des scénarios intermédiaires qui sont plus plausibles à l'horizon 2022, 2023, 2024. Est-ce que tu as travaillé sur ces scénarios intermédiaires qui seraient plus plausibles? Alors, à l'échelle très courte de ce qu'on est en train de vivre, je n'ai pas forcément de scénario intermédiaire parce que le parti pris de l'ethnofiction, c'est d'avoir des scénarios très lointains et très disruptifs pour amener tout à chacun à réfléchir sur la manière qu'il a de voir le monde, sur ses angoisses, sur ses aspirations et de se dire, bon, bah, par rapport à un monde possible qui n'est pas forcément très souhaitable, comment moi, je me positionne et quelles sont les réflexions et les axes stratégiques, même pour des entreprises, que je peux prendre. Donc, nous, on est plus dans un grand écart en disant effectivement comment on construit par rapport aux signaux faibles un monde qui, d'un point de vue anthropologique, est logique au niveau des pratiques, des représentations, etc. Et le but, c'est vraiment toujours de faire réagir. Et pourquoi on a mis en lien les scénarios prospectifs par rapport à l'étude qu'on est actuellement en train de mener, c'est que les individus qu'on a en interview à la phase qualitative, en fait, eux se projettent dans le monde d'après, ont des aspirations
pour certains très précises, en se disant comment on change de monde, comment ce premier effondrement, comment ce qu'on est en train de vivre va participer à un renouveau, à une renaissance. Donc, c'est pour dire, effectivement, si on met en lumière, en quelque sorte, ces aspirations, ces discours sur soi-même, où effectivement, il y aura certainement un écart entre les aspirations de nouveaux modèles de société et la réalité des pratiques quotidiennes post-confinement, on peut, dans un futur plus ou moins lointain, arriver vers des modèles de société très différents, mais qui sont, comme je le répète, avant tout là pour nous faire réfléchir sur notre propre quotidien et sur quel monde on a envie d'être. Parce que sur le néo-chamanisme, effectivement, c'est une allégorie. Parce que là, il n'y a plus de smartphone, mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, on est sur une forme de néo-chamanisme. On a des objets qui nous permettent de nous transporter à l'autre bout du monde, qui nous permettent d'avoir des rituels sociaux à distance, chacun chez soi, et on se sent, on n'est pas si éloigné de ce quotidien-là déjà. Pierre, finalement, tu avais une question. On t'entend. Oui, mais justement, mais tu as entre guillemets, tu as déjà un petit peu répondu. Mais en fait, c'est sur la base de cette étude, c'est quoi? C'est les peurs, c'est les aspirations des gens qui te permettent de te projeter comme ça, de projeter ces scénarios. C'est plus entre guillemets, c'est plus les peurs ou leurs aspirations qui font ressortir ces scénarios? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que les scénarios que je vous ai présentés sont des scénarios qui ont été faits avant la crise, dans une situation complètement différente. Et par rapport aux études qu'on peut mener et à tous ces signaux faibles et ces sources d'information, on est arrivé à avoir ces scénarios-là. Et effectivement, moi, j'ai isolé ces deux scénarios qui sont très proches de ce que ressort de l'étude. Et je pense que aspiration, peur, en fait, sont très liés pour les individus parce qu'on est dans une incertitude. Et effectivement, ce rite de passage est en train de créer des nouveaux récits, des fables collectives qui permettent d'ordonner la vie des hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue anthropologique, quand on s'intéresse à tous ces contes, à toutes ces fables, à toutes ces histoires, il y a un point commun, c'est accepter l'incertitude pour pouvoir avancer. Et effectivement, ces illustrations, c'est un médium qui dit qu'effectivement, l'incertitude, au final, elle peut se personnifier de manière très différente. Dans un logement capsule, où là, la peur de rester enfermé est à son paroxysme, ou à l'inverse, une société de l'ultra-connexion avec un retour au local qu'on est en train de voir actuellement, lié à la grande distribution et le rapport que les individus vont avoir avec leur stratégie d'approvisionnement. Donc, c'est vraiment de se dire comment c'est un support pour pouvoir voir, comprendre et prendre un petit peu de distance par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Merci à tous. Merci Fanny, c'était passionnant. Merci aux membres du Club BOMA. Merci à vous qui avez suivi et contribué à cet échange. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 13h30 avec quelqu'un qui nous est très cher, puisqu'il est membre du Brain Trust de BOMA. Il est physicien, philosophe des sciences. Je veux parler évidemment d'Étienne Klein. D'ici là, BOMA continue toute la journée aujourd'hui sur le site de BOMA Global en direct avec notre programme international. On s'intéresse aujourd'hui à la santé mentale en période du confinement et on va poursuivre le tour du monde en Inde, au Qatar, au Kenya, en Pologne, au Brésil, au Canada. C'est tout de suite sur boma.global et soyez pas fous, restez chez vous.